La place. Ah, ça y est, Fiu, c'est vendredi 17 juillet. Bonjour, Karima. Salut! C'est les vacances de la construction. C'est les vacances de la construction. Bonnes vacances à ceux qui tombent aujourd'hui. Le plaisir d'aller marcher comme ça dans les bois, je ne sais pas, aller se baigner. Le plaisir d'avoir du temps, en fait. Du temps pour soi. Oui, puis ça commence bientôt parce qu'on le sait, généralement, un quart de travail en construction, c'est 7 à 3, mais il y a aussi du monde. On pense à eux là, qui commencent à 6 heures, qui finissent à 2 heures. Il y en a qui commencent à 5 heures, qui finissent à 1 heure. Fait que là, il est 9 heures. Fait que là, il y a du monde qui finissent dans 4, 5, 6 heures. Bon, c'est le fun. C'est le fun, vous l'avez mérité. Puis on parle souvent des chantiers qui durent. Puis tu sais, moi, si j'étais dans la construction, j'aurais l'impression qu'on parle pas de mon métier de façon généralement positive. Parce qu'on est toujours là à dire c'est long, ça brette, ça brette. Je la ferai pas, cette job-là. Bravo à ceux qui la font, puis merci à ceux qui la font. Vous êtes indispensables dans notre société. J'espère que vous allez nous écouter pendant vos 2 semaines, parce que on n'est pas reposant, c'est vrai, mais c'est des vacances pareilles. Oui, non, c'est juste, comme je disais, d'avoir un peu de temps de changer la routine. Puis si on était capable de le faire un peu plus dans nos semaines, tu sais, des fois, juste dans une journée, d'avoir 1 heure où on est capable de décrocher de notre quotidien, je pense que c'est ça aussi qui manque. Tu sais, on attend des fois les fameux 2 semaines de vacances à la fin de l'été ou enfin au cœur de l'été pour un peu décrocher. Puis là, on arrive, on est à bout, on est comme fatigué. Puis là, on veut maximiser nos vacances. Donc là, on se met encore de la performance pour nos vacances. Moi, je pense que c'est ça aussi, là, puis c'est un travail que j'essaie de faire pour moi-même, de trouver dans la journée un moment où j'essaie de ne pas être sur mes notifications, mon téléphone. Tu y arrives? Très difficile, mais il faut que je me force quand même, dire, j'arrive à faire des petits moments, tu sais, exemple, tu vas aller prendre une marche, là, c'est OK, là, j'essaie d'écouter le vent dans les feuilles, de regarder, tu sais, c'est ça, d'être dans l'observation, puis c'est vrai que ça te fait comme une espèce de pause mentale. Bon, c'est pas des vacances dans le sud au bord de la mer ou je ne sais quoi, mais au moins une petite pause. C'est ça, le temps, la notion du temps devient différente si tu réussis à faire ça. C'est l'ennui, c'est l'importance de l'ennui. Je disais dans le Devoir il y a quelques jours, il donnait des trucs pour s'ennuyer. On est rendu là, ça nous prend des trucs pour savoir s'ennuyer parce que on sait plus c'est quoi l'ennui. On pense que c'est regarder un film, que c'est lire un livre. Non. C'est pas ça l'ennui. L'ennui, c'est ne rien faire. Mais c'est pas ennuyant. Ça dépend quoi, là. Parce que, tu sais, je te disais, aller, exemple, faire une petite balade, observer. Je trouve pas ça ennuyant. Au contraire, c'est comme ressourçant. C'est pas la même affaire. Mais on dirait que ennuyant, c'est négatif. Mais l'ennui comme notion, oui. ce l'est moins. Je sais pas si t'es d'accord. Tu sais, l'importance de l'ennui, ça fait très philosophique, ça fait très conceptuel. Après, quelque chose est ennuyant, on dirait que c'est comme une perte de temps. Non, mais l'ennui moi, est un grand E. Je le vois plus comme cette espèce de temps, une notion que tu as tellement de temps, justement, où il n'y a pas de pression, de productivité sur ce temps-là. Donc, ça fait en sorte que ça va générer de la créativité parce qu'il y a ça prend un peu de respiration, d'espace pour pouvoir amener ton esprit justement ailleurs, dans une zone où il n'est pas dans la résolution de problèmes du quotidien ou de penser à ta liste d'épicerie, tu sais, ton espèce de charge mentale, de toute une espèce de liste. Une fois que tu as débroussaillé tout ça, là, puis que c'est parti, puis que tu n'es pas justement dans la performance, là, on dirait que le cerveau peut se laisser aller à des idées hautes, des émotions, des sensations. Et c'est dans cette zone-là un peu d'ennui où tu te demandes ce que tu vas faire, que tu atteins autre chose, en fait, que tu donnes la possibilité à autre chose d'exister dans ton esprit, dans ton cœur et tout. Mais ça, malheureusement, dans nos... ce matin, est-ce que tu nous dis? Mais là, dans le cœur. La joie dans le cœur. Hey, je te dis, là, j'en ai même pas pris du bon ce matin. Ça s'appellerait La joie dans le cœur de Karima Brick. L'essai tant attendu. Il y a Sébastien qui nous écrit dans la messagerie texte 70 morts par année au Québec dans la construction. Ben moi, je voulais parler, puis après, on va parler du discours de Trump, là, mais je voulais parler des gens qui meurent sur les routes pendant les semaines de la construction. Je sais que c'est le moment un petit peu politiquement correct. Je sais que des fois, le monde font arrêtez. Non, mais c'est vrai, là. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Ça arrive. C'est les 2 semaines où ça arrive le plus dans l'année. Pourquoi? Ben parce que il y a beaucoup de monde sur les routes. Il y a du monde qui... la pression descend. Fait que tu surveilles un petit peu moins tes comportements. Le petit verre aussi. Soyez prudents. Honnêtement, la vie, quand elle s'arrête comme ça, là, c'est vraiment un drame.
Discours de Trump, ça, est-ce que c'était ennuyant? Est-ce que c'était prévisible, Karima? Moi, j'ai lu à peu près partout ce matin, le monde retient une seule affaire, c'est le fait qu'il a parlé d'ingérence, qui est revenu sur l'élection de 2020, qui laisse sous-entendre qu'il a gagné l'élection, qu'on a voulu tricher, que la Chine va se mêler de la prochaine élection. Est-ce que ça résume le discours? Parce que il me semble qu'il n'a pas juste dit ça. Pas juste dit ça. Mais en fait. Mais on retient ça. On retient ça. Ben non, mais on retient surtout. Moi, c'est ça. Hein, il y a le discours, comme tu as dit, sur. Lui, il a parlé vraiment là, que la Chine a eu un rôle, puis elle s'est comme immiscée là-dedans. Puis c'est extrêmement grave. Puis, il est arrivé à fond là-dedans. D'ailleurs, la Chine a réagi en disant non, non, non. Bon, on s'entend, toi et moi, la Chine, là. Es-tu prêt aussi, dans ce cas-ci, à donner, comme on dit... bon Dieu sans confession. Oui, merci. Non, je n'irai pas jusque-là non plus. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ça, c'est notre réaction. Tu l'as mentionné. Moi, j'ai l'impression que tout le monde joue sa partition. Tout le monde joue là, dans la même pièce de théâtre à chaque fois, comme si on le sait d'avance. Ah, Trump, il va dire des mensonges, gros comme le bras. Il est en train de nous manipuler. Ben oui, on le sait. Mais une fois que c'est dit, on peut-tu aller au-delà de ça? C'est-à-dire qu'il revient là-dessus. Il y a cet argument de dire qu'il est en train de préparer les esprits pour les midterms, hein, les élections de mi-mandat, parce qu'il risque de... son parti, enfin, son camp risque de les perdre. Donc, lui, en amenant l'idée que il y a de l'ingérence, que le système n'est pas fiable, hein, il peut se préparer. Moi, je pense que Trump, il est extrêmement... c'est quelqu'un d'extrêmement orgueilleux. Il se dit, je suis un gagnant, puis si je perds, c'est pas de ma faute, c'est parce que le système est contre moi. Il joue sur la carte anti-système. Si on comprend ça, je suis d'accord. Mais en même temps, j'ai envie de dire aux gens, peut-être faites votre job aussi. Donald Trump, il a été élu à 2 reprises. Il représente quand même quelque chose. Et il représente une Amérique qui demande des choses aussi. Il y a la question de l'ingérence. Elle est réelle. Elle est tellement réelle aussi. Oui, il y a des exagérations, puis il le fait à des fins aussi politiques. Des discours comme ça le sert. Il peut faire diversion avec ce qui se passe en Iran. Moi, je pense que c'est une des raisons aussi. Là, on veut changer un peu la lumière de place. Mais juste rappeler au Canada, pourquoi c'est bon quand on en parle ici au Canada puis qu'on s'inquiète de l'ingérence étrangère, puis c'est pas bon quand Donald Trump en parle. Tu sais, Donald Trump dirait le ciel est bleu aujourd'hui, puis le ciel il est bleu. On dirait oui, mais c'est pas vraiment bleu, il y avait des nuages, mensonges. Mais lui, il porte des accusations. Moi, sincèrement, oui, mais je suis tannée de cette espèce d'anti-trumpisme primaire, pas parce que je tripe sur Donald Trump, mais parce que je trouve que c'est facile. C'est facile et c'est 2 poids, 2 mesures. Puis je veux juste ramener là-dessus, là. Je rappelle qu'au Canada, OK, ça a été démontré, là. Il y a eu la fameuse commission Hogg, puis elle disait, OK, nos institutions ont quand même ont été robustes, là, ont quand même pu résister un peu, mais elle a reconnu là, qu'il y avait eu des agents d'influence étrangère, qu'il y avait eu des tentatives de s'attirer des faveurs parlementaires qui avaient été révélées quand même, et elle avait dit quand même aussi que il y avait eu, notamment là, des pays, ça s'est avéré, la Chine. La Chine a fait des tentatives d'ingérence au Canada. On parle de pays comme la Russie. On parle de pays comme le Pakistan aussi. Ça s'est avéré. Après qu'on nous dise, oui, nos institutions ont quand même résisté, tout ça, je rappelle que c'est vraiment une réalité. Puis d'ailleurs, elle a dit, hein, l'ingérence étrangère, je cite, ne sera jamais complètement éradiquée. Il sera toujours nécessaire de la contrer. C'est d'autant plus vrai que le monde change et semble devenir plus instable. Des démocraties à travers le monde font l'objet d'attaques de toutes sortes et les moyens technologiques à la disposition des acteurs malveillants se multiplient. Ce sera donc une bataille incessante. Là, on nous a dit ça pour le Canada. Et il y avait des articles qui étaient sortis notamment dans le Globe and Mail. Il y avait même Justin Trudeau là, qui avait dit des choses comme quoi il s'inquiétait en lien avec l'ingérence. On dit que la Chine aurait activement soutenu la course d'investiture fédérale d'un candidat du Parti libéral dans la circonscription de Don Valley Nord en Ontario en 2019. Le gouvernement indien qui a eu recours à des agents, dit-on, mandataires pour apporter un soutien financier clandestin à certains candidats de 3 partis politiques. Bref, je donne des exemples. C'est une réalité. Puis on nous parle de ça hein, en ce moment aussi sur la question des référendums pour le Québec, pour l'Alberta. Attention, ça pourrait être aussi l'œuvre et les pressions
d'entités étrangères. Puis là, c'est comme on veut créer même le doute sur les prochains référendums, s'il y en avait un au Québec et pour l'Alberta. Oui, mais le problème, je suis d'accord avec toi, hein, l'ingérence, c'est un fait, là, puis s'en inquiéter, c'est pas suspect. Si Donald Trump n'avait fait que s'en inquiéter hier, j'aurais... Écoute, il y aurait quand même eu le moyen chez certains de dire qu'il exagérait et qu'il se trompait. Mais hier, il est allé plus loin. Là. Hier, il a porté... Parce que son discours dure 30 minutes. En fait, il dure un peu moins de 30 minutes. Et il va très vite. Il lance plein de phrases. Au tout début, on va en parler un peu plus tard. Tu sais, il dit « L'Amérique n'a jamais été aussi riche. » Puis, tu sais, il n'y a pas de preuves. Puis tu me diras peut-être que l'exercice ne le permet pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire une présentation doctorale. Mais tu veux-tu faire... C'est comme si tu me dis, là, avec la commission A qui arrive avec ses 51 recommandations. Je te dis pas que... Non, mais, comme je te dis, j'achète pas ce que Trump dit tout, mais je dis juste que je trouve que c'est facile. Les gens, en fait, ils auraient pu ne pas l'écouter. Je pense que bien du monde l'ont pas écouté non plus. Et tout de suite, ils ont déjà leur conclusion. C'est ça mon point. Oui, mais ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais sur ton autre point, c'est que Donald Trump n'a pas fait que s'inquiéter de l'ingérence. Ouais. Il portait des accusations, puis il y a des gens qui ont vérifié ces... Puis c'est pas comme... Ça s'est pas rendu devant les tribunaux encore, ou en tout cas, ça a pas, les preuves n'ont pas été faites. Donc, c'est pas tout à fait souhaitable qu'un président lance des accusations comme ça. Non, mais il y a deux affaires, en fait, Rémi. Sans preuve. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a sur l'ingérence et sur le fait d'être capable de rentrer dans le système puis de trafiquer, là, si tu veux, pratiquement les chiffres, puis de dire on va trafiquer cette affaire-là, puis il y a peut-être des entités étrangères qui ont trafiqué le vote. Ça, il l'a dit. Non, mais ça, je dis, ça, la preuve, ben, on l'attend toujours, là, tu comprends? Et ensuite, je trouve que sur la notion de deep state, hein, sur l'État profond, puis encore là, juste d'évoquer ce mot-là, on a l'air de complotiste, OK? Mais moi, je veux juste souligner un point. Et d'ailleurs, ça avait été évoqué, puis ça, c'est un sujet qu'on pourrait faire éventuellement avec François Fournier, parce qu'il s'était penché sur la question, notamment en lien avec le Brexit. Tu fais un référendum, par exemple, la question du Brexit, puis on pourrait l'imaginer même pour le Québec, avec le Canada ou l'Alberta. Est-ce que la machine suit ensuite? Tu sais, tu es dans un processus où, OK, il y a un vote en faveur de l'indépendance. Est-ce que les fonctionnaires, la machine qui va faire en sorte qu'on se parle entre le fédéral, le provincial, est-ce que tout suit? Est-ce que tout suit comme des roulettes? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'il peut y avoir des résistances même au sein du système? Parce qu'on dit qu'il y a ce contre-pouvoir-là aussi. Quelle est la place de ce contre-pouvoir dans l'aboutissement, si tu veux, d'une grande décision collective? Parce que s'il y a des résistances, et puis il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur le Brexit, pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une situation où ça ne se passe pas nécessairement bien? Il y a eu aussi des résistances dans l'application. On a fait traîner des choses. On a fait traîner ça pendant longtemps. Et ça a des conséquences, ça aussi, si tu fais traîner l'application d'une décision. Oui. Fait que, bref, mon point, c'est que évidemment, c'est caricatural, puis il sort ça, puis on le sait qu'il il veut détourner l'attention de ce qui se passe en Iran. Il veut préparer le terrain, il est orgueilleux. Ouais. Il se dit, si je perds à l'automne les élections de mi-mandat, ben je pourrais mettre ça sur le dos que, vous savez, je l'ai toujours mentionné, depuis 2020, il y a de la triche. Il y a cette utilisation-là aussi à des fins politiques, mais j'allais dire en même temps, il y a aussi, en sous-jacent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des... pas des forces, là, mais il n'y a pas aussi une résistance aussi à l'administration Trump aussi. Non, mais la question qu'on va se poser un peu plus tard, c'est pourquoi il a fait ça. C'est-à-dire, pourquoi il a fait ça? Je me rappelle quand même que durant la dernière présidentielle, il avait à peu près pas dit qu'il avait gagné l'élection de 2020. On lui avait conseillé de ne plus le faire. On lui disait, je suis pas sûr que tu gagnes des votes quand tu dis ça. Et là, il s'est remis à le faire hier. Donc, pourquoi? C'est la question qu'on se pose un peu plus tard.